Merci, Monsieur le Ministre. J'avais demandé à Emmanuel Tognuti un exercice impossible, qui était de celui de faire la synthèse des tables rondes de la journée en une dizaine de minutes. Défi totalement impossible eu égard à la richesse de nos débats. Et avec les changements de programme, je lui ai soumis un exercice encore plus impossible. Comment rendre compte de l'ensemble de la journée en 5 minutes. Et à ma grande surprise, mais je sais qu'il en est capable, il a relevé ce défi. Et donc, je lui laisse la parole. Emmanuel Tognuti est un ami docteur en théologie de l'Université Laval au Canada, qui entraîne les dirigeants à mettre en œuvre leurs décisions stratégiques en cohérence avec un certain nombre de valeurs humanistes. Alors, il est lui-même sous stress ce soir pour rendre compte de l'ensemble de notre journée en 5 minutes ou moins. Et ensuite, nous conclurons avec avec l'intervention de Jean-Christophe Rufin. Emmanuel. Merci Eric pour ce beau challenge à relever. Bonsoir mesdames et messieurs. Donc le thème mondialisation, religion, politique. En fait, j'avais plusieurs options de méthode pour faire une synthèse. J'en ai choisi une qui consiste en 3 points. Le premier point, où en sommes-nous? Le deuxième point, pourquoi le retour de la violence? Et pas seulement de la religion, du religieux, du sacré en règle générale. Et le troisième point, et maintenant, et un point d'interrogation vers le futur. Donc, nous sommes dans un temps de mutation, et maintenant, où en sommes-nous? Donc, sur le plan de la mondialisation, donc moi, je voyage toutes les semaines, Amérique du Nord, Maghreb, Europe et Asie. En Asie, Chine et Corée en particulier, puisque j'entraîne des directions générales à essayer de prendre des décisions en cohérence avec leur stratégie d'entreprise et des valeurs humanistes, fraternelles, universelles. Donc je vous fais aussi cette synthèse en fonction de ma propre expérience, et cette synthèse ne prétend aucunement à la vérité. C'est une synthèse qui est ma vision du monde par rapport à tout ce que j'ai entendu aujourd'hui et par rapport à ma propre expérience et ma propre formation. Donc premier point, où en sommes-nous? Sur la mondialisation, aucun doute que si nous regardons les comportements, dans la théorie de l'iceberg, si nous regardons les comportements, on a l'impression que quand on va dans le monde entier, à peu près, évidemment c'est une caricature ce que je vais dire, mais tout le monde se comporte à peu près de la même manière parce qu'on retrouve tout, partout, de la même manière. Mais ça, c'est une illusion. On a l'impression qu'en termes de comportement, tout le monde se comporte de la même manière, mais les inconscients collectifs sont dans les 90% qui restent de l'iceberg, c'est-à-dire que les inconscients collectifs sont à l'œuvre, et en particulier quand les leaders sont sous stress, les inconscients collectifs sont source de conflits et grosse source de conflits. Donc la mondialisation, c'est un vaste processus qui est lié à l'ultralibéralisme, qui est né en particulier du consensus de Washington en 1982 entre Margaret Thatcher et Ronald Reagan, le laisser-faire, la dérégulation des marchés. Cette dérégulation des marchés s'est imposée au monde entier et nous ne sommes qu'au point de départ du commencement de cet ultralibéralisme de marché. À partir de là, où en sommes-nous du point de vue de la politique? La politique est soumise à l'économique. C'est-à-dire que la politique, qui est normalement le lieu de l'organisation de la cité, ne fait pas son travail. Elle est soumise à l'économique, voire elle est soumise à la finance. Quand vous avez le patron d'une des premières banques d'affaires au monde, Goldman Sachs, M. Blankenstein, qui dit « je fais le travail de Dieu », cela signifie que le politique ne peut plus faire son travail, il est soumis à l'économique. Enfin, sur le plan de la religion, et je voudrais tout de même distinguer en tant que théologien la religion du religieux, puisque dans la religion, on peut trouver 2 éléments clés, la croyance et la foi. La foi, les scolastiques du XVIIe siècle ont bien expliqué ça, entre la fidesque et la fidesque creditur. Ce qui relève de la foi, c'est que je crois que Dieu me fait vivre, et il m'emmène vers quelque chose de l'ordre du sacré, et ce sacré est l'amour. Alors que l'ordre de la croyance m'amène vers le fait que je crois que Dieu existe. C'est une personnalisation de Dieu qui m'amène vers ce qu'on appelle l'ordre du sacré démonique. Il existe donc 2 types de sacré. Je vais revenir en termes de conclusion sur qu'est-ce que le sacré, parce qu'il est un point clé, je pense, du débat de la compréhension entre la mondialisation, la politique et la religion. Aujourd'hui, en tout cas, où en sommes-nous? Ultralibéralisme, une politique ou la politique soumise à l'économie de marché, et une religion dont la religion ne détient pas le monopole du sacré. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du sacré dans la politique, il peut y avoir du sacré dans l'économie, il peut y avoir du sacré dans la religion.
Deuxième élément, le retour de la violence. Le retour de la violence sous toutes ses formes. On pourrait l'appeler le retour vers une certaine forme d'origine, une certaine forme d'archaïsme. Cette violence, elle se donne à voir partout. D'abord dans l'ordre de la mondialisation. Violence de la guerre économique. Partout sur les marchés, c'est la guerre économique. Il faut se battre tous les jours pour prendre des marchés. Donc les grandes entreprises internationales le savent, mais même les plus petites entreprises qui vivent aujourd'hui dans des environnements internationaux doivent se battre sur des marchés. Donc violence, guerre économique. Sur le plan politique, on assiste à quoi? À une guerre des égaux. Puisque la politique étant soumise à l'économique, il faut bien s'en sortir par un jeu des égaux et de pouvoir. Or, si la politique ne réussit pas à faire son travail, c'est bien parce qu'on est tombé dans le champ de la politique, dans le jeu des égaux, dans le jeu du pouvoir, dans le jeu de la jalousie. Et donc, il y a une problématique de violence et d'irrespect entre les personnes par rapport à cette dimension. Et enfin, dans la religion, violence de toutes les identités, à la fois minoritaires et majoritaires, puisqu'on a beaucoup parlé de l'islam aujourd'hui, et je m'étonne sincèrement qu'on se soit beaucoup focalisé sur l'islam, parce que le fanatisme est partout. La religion, d'ailleurs, ne détient pas le monopole du terrorisme ou du fanatisme. L'ultralibéralisme est une forme de fanatisme. L'ultralibéralisme est une forme de terrorisme. Et donc, sur le plan de la religion, c'est pourquoi je souhaite distinguer le religieux de la religion. C'est que lorsqu'on nous dit que l'ultralibéralisme, c'est la main invisible qui régule naturellement les marchés, c'est une forme de dictature économique. Or, nous savons depuis 2008 que cette main invisible n'existe pas, puisque George Bush a été obligé de voter un plan de 700 milliards de dollars de sauvetage de l'économie américaine, c'est-à-dire d'intervenir sur le marché, alors que c'est à l'envers de la politique américaine, du laisser libre, laisser faire, laisser passer. Donc violence. Et il va y avoir de plus en plus de violence pour une simple raison, c'est que la mondialisation a voulu gommer les différences, et quand on veut gommer les différences et qu'on ne respecte plus les différences, eh bien toutes les différences émergent, et elles émergent sous la forme, comme vous l'avez dit aujourd'hui, de l'identité, c'est-à-dire de la violence. Enfin, troisième point, et maintenant. Bon, ce que l'on peut remarquer sur le plan de la mondialisation, c'est qu'une double gouvernance est en train de se mettre en place. Moi, je travaille régulièrement en Chine, je travaille avec des dirigeants occidentaux en Chine, des dirigeants chinois. Il ne fait aucun doute que pour les dirigeants chinois, il y a un plan stratégique à 40 ans qui consiste à coloniser financièrement l'Occident. Et le plan a commencé, c'est-à-dire racheter les entreprises européennes, occidentales, européennes et occidentales. Cette double gouvernance, elle se fait entre la Chine et les Américains, mais pas pour les mêmes motivations. Parce que les Américains ont envie de sauver le monde, ça fait partie de leur code génétique, de cette volonté du plan, d'avoir un plan de sauvetage sur l'humanité, et puis elles ont une motivation, c'est de préserver leur pouvoir, leur économie, et comme on sait qu'à minima aujourd'hui, la Chine détient 30% des banques du Trésor américain, il est évident qu'elle a tout intérêt à travailler avec la Chine. Deuxième élément clé, cette double gouvernance, c'est la Chine qui va probablement réguler les comportements et les conflits à venir vis-à-vis, par exemple, de la Russie, puisqu'il y a un indicateur qui est passé sous silence depuis le mois de juillet 2014. Mais Brésil, Russie, Inde et Chine ont créé une banque pour les pays du BRIC. Et le siège social de cette banque se trouve à Shanghai. Et donc c'est un indicateur majeur du jeu de l'économie mondiale qui est en train de se jouer sur le plan de la mondialisation. Sur le plan de la politique, on retrouve effectivement cette gouvernance. Sur le plan du religieux, de la religion et du sacré, je crois qu'on est dans un monde aujourd'hui où la raison du fanatisme peut l'emporter, mais aussi la raison scientifique peut l'emporter, c'est-à-dire une hyper-rationalisation. Nous sommes tombés dans une hyper-rationalisation du monde. Et il manque quelque part ce que disaient les Grecs. Vous savez que l'amour est le point d'équilibre entre la folie et la raison. Où est la folie? Il n'y a plus de folie, c'est-à-dire cette folie de l'amour qui pourrait venir équilibrer la raison. Je suis extrêmement perturbé et étonné lorsque je voyage dans toute l'Europe. Tous les Européens, tous les pays européens me disent « Mais pourquoi les Français ne descendent plus dans la rue ?» Pourquoi les Français, mais c'est le regard des Européens, pourquoi les Français ne font pas la révolution? En fait, il y a une majeure partie des Européens, en tout cas chez les dirigeants, et je peux vous dire quand même que j'accompagne des multinationales, que vous connaissez tous. Pourquoi les dirigeants de ces pays disent ça? Parce qu'il manque un point d'équilibre.
Il manque un point d'équilibre de leadership. Et l'Europe, qui devrait être ce point d'équilibre de leadership, ne joue pas ce point d'équilibre. Il y a donc un point de leadership à retrouver. Personnellement, c'est ce que j'ai décrit dans mon dernier livre qui s'intitule « Le leadership de l'amour ». Je pense que puisque nous sommes tombés dans l'hyper-rationalisation, le point de leadership, c'est l'amour, mais encore faudrait-il trouver le pays qui soit le conducteur, au sens de leader, de cette dimension de l'amour. Personnellement, je suis persuadé que le code génétique de la France l'appelle à jouer ce point d'équilibre. Je vous remercie beaucoup de votre attention.